L'invité du 6-9 RCN. Pratiquement la veille du premier tour des législatives, l'invité de Radio Chalmisane est Éric Ciotti, président du département et député de la première circonscription. Monsieur le Président, monsieur le député, bonjour. Bonjour. La loi interdisant le cumul des mandats, vous avez choisi de vous présenter aux législatives et quelque part de relancer un petit peu au département. C'est un choix difficile. C'est un choix difficile, bien sûr, parce que je suis attaché au département, à la collectivité départementale, qui est une magnifique collectivité. Mais il m'a paru essentiel de livrer ce combat pour être présent à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où tous les Français sont représentés. Et je veux continuer à y défendre mes valeurs, mes convictions, dans une période extraordinairement difficile pour notre pays. Un pays qui souffre, un pays qui est menacé par la barbarie islamiste. Donc je veux continuer à livrer ces combats, comme je l'ai fait au cours des dernières années à l'Assemblée nationale, pour y représenter les Français, pour représenter et défendre les Français qui partagent mes valeurs et qui ont partagé ces combats. Voilà, pratiquement tous les jours en Europe, il y a une attaque, un acte terroriste. Vous pointez aujourd'hui du doigt les actions, voire l'absence d'action de la part du gouvernement. Il y a cette menace qui est permanente. Nous le savons, c'est une guerre de civilisation. Je le dis, certains ont banalisé ces attaques, certains ont même fait porter la responsabilité du terrorisme à la France. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler certains propos de M. Macron, mais après les attentats de Paris qui ont frappé notamment le Bataclan, il avait eu cette phrase, qui à l'époque avait fait débat, polémique. Son Premier ministre de l'époque, M. Valls, l'avait rappelé à l'ordre en disant que la France était responsable du terrorisme. Nous ne sommes responsables en rien du terrorisme islamiste. L'islamisme, la barbarie islamiste, nous a déclaré une guerre. Cette guerre, elle part du Pakistan, elle va jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est hélas une idéologie mortifère, privée de toute humanité, qui n'a pour objectif que détruire, qui s'est répandue, qui se répand sur le monde. Et donc notre seul choix aujourd'hui, on n'en a pas d'autre, c'est de gagner cette guerre et de mobiliser pour cela tous les moyens. J'ai déploré que certains moyens n'aient pas été engagés suffisamment tôt, qu'un manque d'anticipation ou des barrières idéologiques nous aient privés d'aller plus loin dans le combat contre le terrorisme. Combattre le terrorisme, il faut le faire par les armes, il faut aussi le faire par nos services de renseignement, bien sûr, parce que le meilleur moyen, et je dirais quasiment le seul d'éviter un attentat, c'est de détecter préalablement ceux qui pourraient le commettre. Mais en même temps, gagner cette guerre contre le totalitarisme islamiste, c'est aussi combattre le communautarisme islamiste. Et ça, on a fait preuve, et le gouvernement précédent a fait preuve de beaucoup de faiblesse, et je ne sens pas aujourd'hui, dans ce pouvoir en place, beaucoup de détermination à combattre le communautarisme islamiste. Et justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on fait encore marche arrière, là, depuis quelques semaines ? Je ne dirais pas ça. J'ai entendu certains discours, certaines excuses, certains propos, comme ceux qui ont été tenus en Algérie sur la France complice d'un crime contre l'humanité, qui m'ont choqué. Le crime contre l'humanité, il a été juridiquement conçu à Nuremberg contre les nazis après la Shoah. Assimiler la France, ce qu'a fait la France en Algérie à un crime contre l'humanité, pour moi, était une faute. Mais aujourd'hui, je le dis, voilà, moi je ne veux pas ouvrir de polémique. Je pense qu'il faut une mobilisation générale, il faut une fermeté contre le communautarisme islamiste, il faut des moyens pour nos forces de l'ordre en France, il nous faut des moyens pour nos militaires à l'extérieur. Et quand je vois que cette semaine, une baisse des crédits a été annoncée, je suis inquiet. Je ne fais pas de procès d'intention avant que nous n'en sachions plus et que ce gouvernement se mette au travail. Mais en tout cas, ces premiers signes ne sont pas de nature à me rassurer. Justement, vous dites qu'il faut plus de moyens. Quels sont ces moyens que vous allez exiger ? Quelles sont ces idées en matière de sécurité ? J'ai fait beaucoup de propositions. J'ai présidé la commission d'enquête sur les filières djihadistes. Certaines de ces propositions ont été retenues. Si je n'avais qu'une proposition
à citer, ce serait la rétention administrative pour ceux dont on connaît la dangerosité. Et d'ailleurs, c'est une mesure qui s'inspire de ce que j'ai vu en Israël cet été, lorsque je suis allé en mission parlementaire pour étudier les dispositifs de lutte contre le terrorisme appliqués par Israël, qui est une des premières cibles au monde du terrorisme, qui subit chaque jour des attaques terroristes et qui a su élever son degré de protection pour mieux protéger ses concitoyens. La rétention administrative, c'est quoi? On connaît aujourd'hui 15 000 personnes qui sont radicalisées. Elles sont inscrites dans un fichier, le fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation terroriste. Eh bien, il faut que les plus dangereux d'entre eux ne soient pas laissés en liberté. Il faut agir avant qu'un attentat ne soit commis plutôt qu'après. Il faut de l'anticipation. Lorsqu'on sait qu'une personne est extraordinairement dangereuse, qu'il y a des indices qui laissent penser aux services de renseignement qu'elle pourrait commettre un attentat, il n'est pas normal qu'on n'agisse pas préalablement. Donc il faut à tout le moins qu'elle soit placée sous une surveillance étroite, avec un contrôle permanent, et pour les profils les plus lourds, les plus dangereux, qu'elle soit interdite de divaguer, je dirais, dans la nature, donc placée dans un centre fermé. Et puis, je le dis également, dans ces personnes signalées pour radicalisation, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus en France. Eh bien, lorsqu'on présente une menace pour la France, on n'a pas à rester en France. Je le dis très clairement, c'est une deuxième mesure. Et ces mesures, je les ai déjà rédigées, elles sont dans un texte de loi que j'ai préparé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la migration clandestine. Beaucoup de migrants dans le département, c'est un grand problème. L'État se tait. L'État n'agit pas avec la détermination qui serait nécessaire pour faire face à ce problème majeur. Depuis le début de l'année, près de 20 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés à la frontière, à Menton notamment, entre la France et l'Italie. Près de 5 000 au mois de mai, 500 certains week-ends. Ça veut dire qu'il faut agir, et plus fermement. On a vu cette semaine pour la première fois que par 3 fois, une centaine de migrants environ sont arrivés au cœur de Nice. Ont occupé un parc départemental à Estienne-d'Orve ou des parcs publics au parc Vigier. Donc ça veut dire qu'on est en train de changer de politique. Ça m'inquiète. Ça veut dire que le contrôle à la frontière semble se relâcher. Ce n'est pas bon signe. Et là aussi, j'avais entendu certains propos qui appelaient à ce qu'on ait plus de migrants en France de la part de la majorité actuelle. Pour moi, c'est une faute et c'est une erreur. Vous souhaitez vous réengager pour la sécurité, mais aussi pour l'avenir des jeunes, notamment pour l'emploi. Quelles sont concrètement ces propositions que vous allez défendre? Nous sommes face à un véritable fléau aujourd'hui. 1/4 de notre jeunesse est au chômage. C'est un drame. Lorsqu'un jeune regarde l'avenir comme une menace et plus comme une espérance, c'est la source de beaucoup de maux pour une société, de difficultés. Il faut redonner de l'espérance aux jeunes, il faut s'attaquer au chômage. Le meilleur moyen de s'attaquer au chômage, c'est d'aider les entreprises, et le seul, je dirais, à créer des emplois. Pour cela, il faut baisser massivement les charges qui pèsent sur les entreprises, il faut libéraliser le marché du travail, et avant, il faut baisser les dépenses publiques, parce que pour baisser les impôts et les charges, et je vous rappelle que M. Hollande, mais aussi celui qui l'a accompagné dans sa politique économique, M. Macron, a augmenté les impôts et les charges de 50 milliards d'euros de 2012 à 2017. Aujourd'hui, la priorité pour créer des emplois, pour créer de la croissance, pour donner donc de l'espérance aux jeunes, c'est de donner la possibilité aux entreprises de recruter. Et pour cela, il faut d'abord alléger leurs impôts et leurs charges. Vous vous présentez dans la première circonscription où vous connaissez plus ou moins vos concurrents. Quels sont leurs points faibles, leurs points forts? Moi, je ne parlerai pas de mes concurrents, je les respecte, on est dans un débat démocratique et je crois qu'il est bon que chacun puisse défendre ses idées. Moi, je suis un peu choqué par cette idée où on nous imposerait aujourd'hui un parti unique, où on nous dirait qu'est-ce qu'il faut voter. Je refuse le parti unique. Le parti unique, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a plus que les extrêmes face à ce parti unique? Non, c'est pas ça. Nous avons des idées. Moi, j'ai mes idées. Ce sont celles d'un homme de droite républicaine, d'un gaulliste. J'en suis fier, je les défends et je ne mettrai jamais mon drapeau dans la poche. Donc, il y a ce débat démocratique avec tous les candidats. Ils s'expriment
je respecte mes concurrents. Moi, je me présente dans cette circonscription avec ces idées, avec ces valeurs, que je pourrais résumer assez simplement. Je crois à la liberté et je souhaite de l'autorité. De l'autorité pour protéger le faible du fort, pour choisir qui on va accueillir sur notre territoire, pour assurer la sécurité de nos concitoyens, pour lutter contre le terrorisme. Je crois en la liberté, justement pour créer des emplois, de la richesse et de la croissance. Donc je me bats sur mes valeurs. Avec François Baroin, vous faites tout pour que les Républicains fassent la majorité au Parlement. Si ce n'est pas le cas, vous serez dans l'opposition. Est-ce que ça veut dire que vous allez voter à chaque fois contre les propositions du gouvernement ? Je me bats pour que nous soyons majoritaires, bien sûr. Si nous ne le sommes pas, j'aurai une attitude constructive. Je voterai et je commanderai mon vote en fonction de la qualité des projets qui seront soumis. Vous savez, j'ai voté 13 lois contre le terrorisme qui étaient proposées par le gouvernement socialiste. Pourtant, j'étais dans une opposition non complaisante à M. Hollande, vous le savez. Ces textes, même s'ils ont été trop nombreux, il aurait fallu un texte efficace, même si chaque fois ils ont suivi les événements, ils ne les ont pas anticipés, avaient des dispositions positives. C'est pour cela que je les ai votés. Donc quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, bien sûr qu'il faut avoir une attitude qui vise à l'unité. Donc si demain, par exemple, sur la loi travail, et de ce que j'en ai vu aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la réalité, en tout cas les mesures qui sont annoncées me paraissent aller dans le bon sens, je la voterai, je prends cet exemple. En revanche, demain, je m'opposerai par exemple à l'augmentation de la CSG, qui me paraît une faute économique majeure, qui va encore alourdir les impôts de 21 milliards d'euros par an. Ce que nous propose ce gouvernement, l'augmentation de 1,7 point de CSG, c'est-à-dire près de 25% d'augmentation, va frapper une catégorie de Français, notamment les retraités. 8 millions de Français retraités vont perdre du pouvoir d'achat à cause de l'augmentation de la CSG. Quelqu'un qui touche une retraite de 1 000 euros, un couple qui touche une retraite de 1 000 euros perdra 500 euros par an. Il faut le savoir. Et ça, je veux le dire aujourd'hui, je ne voterai jamais une augmentation de la fiscalité et notamment de la CSG. Donc, on verra au cas par cas. Mais globalement, je ne veux pas donner de blanc-seing ou signer de chèque en blanc. Je crois qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous avons un nouveau président de la République, je le respecte. Je souhaite que la France réussisse et donc qu'il réussisse. Mais en même temps, je crois en mes valeurs. Je ne veux pas d'augmentation de la fiscalité, je veux plus de sécurité pour les Français, je veux plus de combat contre le communautarisme islamiste, je veux moins d'immigration dans notre pays et je voterai en fonction de ces repères, en fonction de ces valeurs. Au cas par cas, je voterai les mesures qui me paraissent bonnes et je m'opposerai à celles qui me paraissent néfastes. Monsieur Eric Ciotti, merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation.